J'étais là, dans ce RER de 1995, celui juste devant celui qui a explosé. Une sortie scolaire comme tant d'autres, ma classe d'état, les élèves espagnols qui nous accompagnaient, les blagues, les sacs à moitié ouverts, la fatigue de fin de journée. Rien ne laissait imaginer que le quotidien allait basculer. Je me souviens encore d'avoir râlé parce que le wagon empestait, comme toujours. Je me souviens d'avoir poussé les autres un peu plus loin, allez, avancez, s'appuie ici. Point. Un geste banal, presque idiot, mais qui nous a tenus à quelques mètres de la mort. Et puis tout s'est déchiré. Un souffle. Un noir complet. Une fumée épaisse qui entravait la respiration. Une vibration qui a fait trembler chaque os, chaque pensée, chaque certitude. On n'a rien compris au début. Juste un bruit qui arrache tout, puis le silence, puis les cris, puis le silence encore. Notre rame a failli dérailler. On a vu la lumière danser bizarrement dans le tunnel, vaciller comme si elle aussi avait pris peur. Pendant quelques secondes, j'ai cru que tout s'arrêtait là. Que rien n'allait continuer. Que la vie était un fil mince prêt à casser. Et pourtant, rien. Juste nous, debout, encore entiers, les yeux ronds, l'odeur de brûlé qui colle à la peau, et cette question qui n'arrivait même pas à sortir de nos bouches, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a fallu 2 heures. 2 heures dans le tunnel, sans info, sans secours visible, sans portable à l'époque, sans personne pour nous dire quoi faire ou ressentir. Les Espagnols, eux, étaient étonnamment calmes. Leurs profs nous racontaient qu'avec le TA, ils avaient l'habitude des alertes, des explosions, des risques. Nous, on ne comprenait pas. On ne voyait que la fumée, la peur, les regards qui cherchaient dans l'obscurité un point fixe. Quand enfin les policiers et la RATP sont arrivés pour nous évacuer, ils n'avaient pas les mots doux d'aujourd'hui. Pas de cellules psychologiques, pas de couverture, pas de protocole de gestion du traumatisme. On a marché. Voilà tout. On a pris les escaliers, on est sorti du tunnel comme on s'extirpe d'un mauvais rêve. La prof, un peu tremblante, a demandé « Vous avez quelque chose pour les élèves? Une aide? Un soutien ?» Et le CRS, droit dans ses bottes, a répondu « Vous êtes vivant, non? Alors vous plaignez pas. » C'était ça, la mentalité de l'époque. Brutale, sèche, sans nuance. On ne parlait pas de fragilité, on parlait de survivre. On nous a renvoyés chez nous, direction Villebon, là où les familles nous attendaient. Les parents français paniqués, les parents espagnols résignés, comme si ce monde-là n'était pour eux qu'un vieux voisin encombrant. Et nous, entre les deux, avec des pensées trop grandes pour nos âges. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi nous, on avait encaissé sans un mot, pourquoi personne n'avait pleuré, pourquoi on s'était simplement tenu. Et je n'ai compris que beaucoup plus tard, bien après, durant les attentats du 13 novembre. Quand j'ai vu les gens courir, crier, se cacher dans des caves. Quand j'ai vu la panique sur les visages, les larmes qui coulaient en direct à la télévision, les témoignages brisés. Quand j'ai entendu les médias, les experts, les psychologues parler de trauma, d'accompagnement, de soutien. J'ai compris alors ce que nous étions, nous, en 1995, une génération différente. Pas meilleure. Pas plus courageuse. Simplement façonnée autrement. On avait encore le service militaire. On grandissait avec l'idée que la guerre pouvait revenir. Qu'un jour, peut-être, on serait appelé. Qu'on pourrait mourir pour la nation. C'était une ombre silencieuse dans l'éducation, une sorte de préparation implicite, une dureté normale. On était conditionné sans s'en rendre compte. Et c'est seulement à ce moment-là, 20 ans plus tard, en voyant les jeunes trembler, que j'ai compris que notre rapport à la mort, au danger, au sacrifice, n'était pas le même que le leur. Eux avaient grandi dans un monde où tout semblait sécurisé. Un monde où l'on pensait pouvoir vivre sans jamais frôler l'horreur. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'était réellement joué ce jour-là, dans le vacarme du tunnel, la panique retenue, la fumée qui avalait la lumière, et le silence presque irréel qui a suivi l'explosion. Nous étions jeunes, pris dans un quotidien banal de sorties scolaires, d'amitié de lycée, de rire et d'insouciance, et soudain projetés dans un moment où la vie vacille. Et pourtant, sans psychologue, sans cellule dédiée, sans protocole de prise en charge, nous avons marché, simplement, comme on traverse un brouillard, guidés par le seul fait d'être encore debout. À l'époque, on ne parlait pas de traumatisme. On parlait d'avancer.
On parlait de chance ou de fatalité. On parlait du service militaire, du devoir, d'une forme de dureté qui était intégrée dès l'enfance comme une ombre familière. On grandissait avec l'idée que le pays pouvait nous appeler, que la mort n'était pas un concept abstrait mais une possibilité parmi d'autres. Peut-être que cela forgeait un certain rapport à la peur, une manière de la tenir à distance, ou de la masquer derrière une habitude, un réflexe, une posture. Mais ce que j'ai compris, bien longtemps après, en voyant les visages terrifiés pendant les attentats du 13 novembre, ce n'est pas que les générations avaient changé pour le pire ou pour le mieux. C'est que le monde avait changé. Le rapport à la violence, au danger, à l'État, à la paix, à la fragilité humaine. Tout cela s'était transformé. Les jeunes n'étaient pas moins courageux, ils avaient simplement grandi dans un pays qui se croyait enfin en sécurité, un pays qui avait eu le luxe d'oublier la possibilité du chaos. Et lorsqu'il est revenu frapper, c'est l'innocence elle-même qui a explosé avec les bombes. Nous, en 95, nous avions été préparés, non pas mieux, mais autrement. Une préparation brute, imparfaite, souvent dure, parfois inhumaine, mais qui donnait l'illusion que tenir bonne était la seule option. Eux, en 2015, avaient été élevés dans une promesse, celle d'un monde où ces choses ne devraient plus arriver. Alors oui, ils ont crié, tremblé, pleuré. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont vu s'effondrer un socle invisible sur lequel ils avaient bâti leur existence. Et au fond, ce n'est pas une compétition de courage. Ce n'est pas une comparaison de souffrance. Ce n'est pas une hiérarchie du traumatisme. C'est simplement l'histoire d'un pays qui traverse des époques différentes, avec des enfants différents, des repères différents, et des manières différentes de survivre. Ce que je retiens aujourd'hui, en repensant à ce wagon où j'ai poussé les autres, à cette obscurité percée d'un souffle brûlant, à ces parents affolés ou blasés, à ces policiers qui disaient « Vous êtes vivants, non ?» Alors avancer, c'est que la vraie force ne vient pas de l'époque, ni des institutions, ni de la façon dont on nous a conditionnés. La vraie force vient de ce que chacun porte en lui, ce mouvement intérieur qui, face à l'incompréhensible, dit malgré tout, continue. Et peut-être que c'est cela, la conclusion, on ne choisit pas les épreuves qui nous façonnent, mais on choisit ce qu'on en fait. On peut devenir amer, ou on peut comprendre. On peut juger, ou on peut transmettre. On peut se raidir, ou on peut tendre la main à ceux qui tremblent, parce qu'un jour on a tremblé soi-même. J'ai survécu à un wagon éventré, à un souffle de poussière et de feu. D'autres ont survécu à des nuits de terreur, à des scènes que personne ne devrait voir. Et malgré nos différences de génération, de contexte, de conditionnement, nous avons en commun quelque chose d'essentiel, le simple fait d'être là, encore vivant, et capable d'en parler. Alors je choisis de transformer ce souvenir en une force tranquille, en une réflexion, peut-être même en une forme de paix. Parce que survivre, c'est une chose. Mais comprendre ce que cela signifie, et en faire quelque chose qui éclaire au lieu d'assombrir, c'est peut-être la plus grande victoire qu'on puisse espérer.